Bonsoir à tous, c'est la troisième séance du cycle de l'alchimie du cinéma consacré à l'Apocalypse. Après Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Apocalypse 2024 de L.Q. Jones, voilà, qui a un peu moins attiré, film plus rare, normal. On est ravis de vous voir aussi nombreux ce soir pour le film de Tarkovsky. Je vais laisser donc Stéphane Grosbeau, qui est formateur, web journaliste, vous présenter à la fois son approche et le film de ce soir. Je vous signale qu'on a plusieurs autres ciné-clubs dans les jours qui viennent, dans le cadre de la Film au Plus, notamment le lundi 7, donc à 20h15, non c'est lundi 6, j'ai une bêtise, non mardi 7, je vais y arriver. Mardi 7 à 20h15, on a La prisonnière du désert de John Ford, à la rencontre des grands classiques, qui sera analysé, présenté par Fabrice Rebaud. Et le mercredi 8 à 19h30, ce sera le tour de Citizen Cult, animé par les jeunes critiques de Profession Reporter, avec un avis de Takeshi Kitano. Voilà, je pense que je vais passer ce machin. Et je vais parler fort. J'avais quelques de Larsen. Voilà, bonsoir à tous. Alors, une présentation de ce... pas du film, mais de la démarche très rapidement. C'était l'idée que j'ai eue à un moment donné en rencontrant des gens comme Michel Cazenave, qui travaillait à l'Autre à l'époque, c'est que le cinéma avait quelque chose à faire de l'air du temps. Et que les films qu'on aime revoir, vous voyez, Tarkovsky est mort en 86, la salle est pleine. Pourquoi on vient revoir le sacrifice? Pourquoi on revoit Apocalypse Now? Pourquoi? Dans ces films, il y a quelque chose de... Les réalisateurs ont mis de leur âme, de leur perception, de leur vision du monde, qui quelque part vous touche à un niveau conscient ou inconscient. Et ces films ont quelque chose à nous dire. Donc depuis qu'on a vécu des situations de crise assez extraordinaires, qui nous ont amenés à être confrontés, à avoir des comportements assez extraordinaires, effectivement, j'ai traité dans ce cycle, dans ce cinéma, et je remercie François, parce qu'il y a très peu de cinéma aujourd'hui, je suis en province en ce moment, et ça n'intéresse pas grand monde en province. Donc vous avez la chance à Paris d'avoir un cinéma ici, une ouverture d'esprit, on voit un certain nombre de films. Voilà. C'est grâce à notre public. Aussi, c'est les deux. Hein. C'est aussi l'idée de prendre des risques. Effectivement, on a programmé Apocalypse 2024, c'est un risque que personne n'avait passé. Il est très intéressant, j'ai réexpliqué pourquoi. Donc c'est des films qui ont à voir avec l'air du temps. Alors, la question de l'Apocalypse, si vous voulez, on parle beaucoup de guerre dans les médias, donc je ne vais pas faire un commentaire de l'actualité, mais les films, tels qu'ils sont agencés là, nous donnent des clés de lecture du monde qui nous empêchent de déprimer. C'est un peu le but quand on est au cinéma, si c'est pour aller se pendre après, c'est pas très utile. Donc je vais, si vous voulez, défendre une conception de l'art qui est une conception platonicienne. Je ne vais pas trop vous embêter avec la philo. C'est qu'à un moment donné, les artistes, moi, ma vision de l'art, c'est que l'art a pour mission de rendre le monde plus beau et de nous faire accéder à une forme de bonté et de vérité. Alors, ça peut être de la morale, mais vous allez voir que c'est pas de la morale. C'est beaucoup plus concret. Donc c'est que le choix des cinéastes que je prends, c'est effectivement des gens qui sont dans cette lignée de façon consciente ou inconsciente. Alors, c'est nous dire qu'à un moment donné, il y a des images qui nous marquent, quand on va dans une salle de cinéma, on voit le monolithe de 2001, bah forcément c'est quelque chose. Qui n'a pas vu 2001 dans la salle? Dépêchez-vous de le voir, parce que voyez-le en salle, il repasse ici. Donc c'est un des films, si vous voulez, sur lequel on peut gloser que les films de Kubrick. Alors quand il n'y avait pas le cinéma, à une époque, c'est pour ça que je fais référence à l'alchimie du cinéma, parce qu'il y a plusieurs notions dans la notion d'alchimie. Le premier niveau, c'est de dire que quand un film fonctionne bien, on dit qu'il y a une alchimie entre un metteur en scène, un scénariste, des acteurs, un musicien, je pense qu'il y en a des côtés, c'est d'ailleurs des spectateurs. L'alchimie, c'est quelque chose qui colle, qui fait que ça se rencontre, ça vibre. Bon, à une époque, il y avait des gens qu'on appelait des alchimistes au Moyen-Âge et qui essayaient de transmettre des idées platoniciennes à travers des images et des couleurs. Je ne vais pas les commenter plus, mais c'est intéressant de chercher cette science. Alors, on n'est pas dans une on a enregistré, je remercie Léonard de capter toutes les séances, que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube L'Univers Mundi. On a la trace de ce qui a été fait les dernières fois. Alors, vous verrez que je vais faire des références aussi à l'imagerie du tarot, à un moment donné, dans ce film. Et dernière référence, Jung, les concepts jungiens, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais c'est une référence intéressante. Et après, en narratologie,
L'idée du travail de Joseph Campbell, qui a été repris dans les films de Astier, dans les films notamment de Coppola, le fait aussi. Bon, c'est Star Wars aussi. L'idée qu'un héros, il est séparé de quelque chose, bah, c'est un peu le cas du film qu'on va voir ce soir. Notre héros, il va avoir des doutes sur sa vie, il va avoir une crise avec sa femme, et le milieu dans lequel il est. Il va rencontrer une autre femme, il va avoir des visions et il va avoir des épreuves qui vont permettre de revenir. Il va revenir avec un état de conscience différent. Hein. C'est toute la question de l'état de conscience du héros. Et qu'est-ce qu'un état de conscience peut changer sur l'état du monde, hein, qui est l'enjeu du film qu'on va voir ce soir. Et donc la plupart des films qui sont sur cette dramaturgie, on retrouve dans la poétique d'Aristote en 3 temps. Voilà. Et quand on retrouve dans ce qu'on appelle la plupart des mythes et des histoires qu'on nous raconte. Donc il faut que c'est structuré. Alors, l'idée de ces 3 films, si vous voulez, ils racontent des histoires différentes. Dans Apocalypse Now, on est vraiment... Alors, moi je prends Apocalypse au sens de révélation. L'Apocalypse, c'est quelque chose qui nous révèle quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qui est caché. C'est pas forcément, et on va le voir, c'est l'enjeu du film de ce soir. Est-ce que c'est la fin du monde? C'est quoi la fin du monde? Ben, si vous voulez, la fin du monde, c'est tous les soirs quand on va se coucher, et le lendemain on se réveille. Après, est-ce qu'il y aura une fin du monde? Je ne vais pas vous donner de date et de révélation là-dessus ce soir, hein, c'est pas l'enjeu. Mais de voir comment ces cinéastes ont travaillé la question. Alors Coppola, il s'est posé la question, pourquoi l'être humain fait la guerre? Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme qui fait la guerre? Ben, c'est Apocalypse Now, si vous voulez, avec l'idée, on retrouve l'idée du cycle du héros dans le Rameau d'or de Frazer, c'est-à-dire le cycle de la violence. C'est-à-dire un roi remplace toujours un autre roi, le roi est mort, vive le roi, c'est le sens du carnaval en ce moment. Et à un moment donné, est-ce qu'on est censé, quand on lutte contre le roi, devenir à nouveau le roi et reperpétuer la violence? C'est toute l'histoire de l'humanité, si vous voulez. Et Frazer et Coppola, dans Apocalypse Now, donnent une clé pour sortir de la violence. Donc, revoyez Apocalypse Now dans ce sens-là, c'est très intéressant. Dans Apocalypse 2024, on est dans un film post-apocalyptique qui a été la matrice de Mad Max, c'est-à-dire comment on fait pour survivre et quel choix on doit faire. À un moment donné, notre héros, il doit choisir entre son chien et une femme. Et il fait un choix qui est assez terrible, mais il va faire un choix d'un sacrifice qui est un sacrifice qui concerne l'autre. Hein, on a ça au cinéma avec le dernier Shyamalan, parce que vous avez vu le Shyamalan, Knock at the Cabin, qui est, si vous voulez, un peu l'antithèse du film qu'on va voir ce soir. C'est-à-dire un film un peu plein de bondieuserie, de religion, mais de religion toujours extérieure, où l'idée que pour sauver le monde, il faut toujours sacrifier un autre que soi. Et ça, pour moi, il y a un piège, hein, c'est le piège de la perpétuation de la violence, c'est-à-dire du meurtre fondamental. Et là, c'est sorti, et Tarkovsky l'a très bien perçu. Hein. Donc finalement, c'est de dire comment on peut conjurer un sort ou une malédiction, et comment on peut aller vers un nouveau monde. Voilà, c'est un peu l'enjeu du film de ce soir. Alors, pour vous présenter Tarkovsky, il est né en 1932, il est en Russie, il est mort en France en 1986. Si je devais résumer le fil d'Ariane de son œuvre, donc 7 films, on va dire que Tarkovsky, c'est quelqu'un qui a capté l'âme russe, qui est une âme nostalgique, poétique. Son père a écrit de très beaux poèmes. Il a étudié la musique et la peinture dans une école de cinéma, le BGK. Le premier métrage s'appelle Le rouleau compresseur et le violon, c'est un moyen métrage. Et il va effectivement, dans son cinéma, avoir un sens du sacré, mais pas un sens du sacré des mystiques dans les nuées éthérées, mais dans la matière. Donc, dans le film de Tarkovsky, on est beaucoup dans la terre, dans la gant, dans la boue. Hein. Il y a énormément de miroirs dans les films de Tarkovsky. Le miroir est son film le plus complexe par rapport à sa mère, donc on va revoir des éléments dans ce film-là. On a une poétique des 4 éléments. Les alchimistes travaillaient sur l'eau, l'air, la terre, le feu. Ils parlaient d'un 5e élément qui venait transmuter les 4 éléments. Et Tarkovsky nous montre les 4 éléments à l'œuvre. Vous allez voir que le dernier plan du film, qui dure 9 minutes, est sur les 4 éléments. C'est magnifique. Il y a un sens de la poésie là-dedans. Tarkovsky est beaucoup attaché à sa famille, donc le film on peut le voir comme une métaphore de sa condition familiale, mais on peut le voir aussi comme une métaphore de la condition humaine. Et dans tout le travail de Tarkovsky, il y a l'idée de la guerre, de cette guerre qui est une malédiction qui pèse sur l'humanité. Il est exilé dès 1984, parce qu'effectivement André Rublev ne va pas plaire au parti, Stalker encore moins, il va devoir retoucher ses films, donc petit à petit, sa liberté artistique étant mise en cause, il va sortir de Russie, son fils va être un peu retenu, un peu en otage, et il va le retrouver finalement en 86, au moment où il fait ce film-là. Et en tout cas, dans les mémoires qu'il a écrits, il défend un art qui apporte un peu d'espérance et de consolation, parce qu'il a cette idée-là, hein, que l'art a cette fonction. Voilà.
Donc là, vous avez des images, on peut s'amuser à voir si certaines images restent. Vous savez quel est ce film-là? Celui-là. Miroir. Miroir, celui-là. Solaris. Donc vous voyez, vous avez à partir d'une image, vous reconnaissez un film, parce que c'est des images clés. Donc pour info, Solaris, on l'a passé dans il y a une analyse qui a été faite sur la chaîne. Et effectivement, il me resterait à passer, je pense qu'on y arrivera un jour, Stalker et puis le Miroir qui est un film magnifique. Alors, bon, rapidement, Solaris c'est une réponse à 2001. C'est deux visions du monde totalement différentes, qui sont très complémentaires, j'ai trouvé, dans l'analyse du film. Et le film qu'on va voir ce soir, je vais donner quelques éléments sans vous divulgacher, c'est un film qui emprunte beaucoup au théâtre. Effectivement, il y a l'idée, des références à Shakespeare, à Dostoïevski, mais il va prendre les codes du théâtre pour les questionner, les remettre en abîme. Bien entendu, c'est un film qu'on peut qualifier de Bergmanien, parce qu'il va reprendre l'histoire fétiche de Bergman, qui s'appelle Erland Josephson. Il va tourner sur le plateau de l'Institut du film suédois. Fanny Alexandre sera tournée après par Bergman. Il va tourner sur l'île de Gotland. Vous voyez, Gotland, c'est une réserve ornithologique qui est proche de l'île de Faro de Bergman. Et le directeur de la photo, qui est magnifique, qui va jouer sur les pierres obscures et les éclairages naturels, c'est Sven Nykvist, qui est le chef opérateur de Bergman. Vous voyez, donc beaucoup de choses qui ont à voir. Et Bergman avait reconnu en Tarkovsky un des grands cinéastes de notre temps. Et Bergman n'était pas avare d'un compliment, donc il était très avare pour le film qu'on voit est un film de plan. Un plan, c'est une pensée, une conduite de caméra. Il y a à peu près 115 plans. Il y a 4 plans toutes les 5 minutes en moyenne, et de nombreux plans vont durer entre 6 à 8 minutes, dont le dernier plan. Donc le premier plan qui va montrer Alexandre et son fils dure 9 minutes. C'est un des plus longs plans du cinéma. Et le plan final, qui montre quelque chose qui se passe, il a dû être refait, parce que l'événement qui se place dans le plan final, il n'a pas pu le filmer, donc il a dû le refaire une autre fois. Et il a eu une espèce de chance énorme, c'est que quand ce qui se passe à l'écran s'arrête, on ne peut pas le refaire une troisième fois, et la pellicule s'est arrêtée juste au moment où il a terminé le dernier plan du film. Donc ça il a conçu comme une espèce de signe que ce film était achevé, que ça devait se faire. Mais par contre, il a pu le faire 2 fois. Voilà. Alors, l'ambiance sonore, elle est très intéressante, puisque en fait, les dialogues sont pas synchronisés. Donc Tarkovsky, ce qui l'intéresse dans le premier temps, c'est l'ambiance, les plans généraux, ce qui se passe, comment on est placé, et après le dialogue vient après. Il a travaillé avec Owe Swenson. Alors, Owe Swenson, il lui propose des sons de japonais, alors que le Japon est très important, le rapport à l'Orient. On a aussi des chants d'appel de gardiennes de troupeaux qui ramènent le bétail à la ferme. Donc ça, c'est de la musique ethnographique qui vient en sound design. On a des sons de pas, des portes et des bruits de guerre. Vous voyez, donc on a toute une ambiance musicale, et pas une musique de film dédiée. Par contre, vous allez voir que le film va s'ouvrir avec Bach, La Passion selon saint Matthieu. Et bien entendu, l'ouverture du film, j'en dirai pas plus, elle vient de faire rentrer le film dans une matrice de sens. On éclairera cette matrice après. Bon, le dernier, c'est l'œuvre, le dernier film de Tarkovsky. Il meurt, il fait le montage à l'hôpital, et il ne le verra pas en salle. Il meurt le 29 décembre 1986. Il est dédié à son fils, Andrei, avec espoir et confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que si on remonte en avant, un événement qui a beaucoup marqué Tarkovsky, c'est que sa maison a pris feu. Et il nous pose une question à nous tous, c'est où est notre maison? Où est-ce que nous habitons? Est-ce que toute notre vie, c'est une maison de pierre et de briques? Et qu'est-ce qui se passe si notre maison est ravagée? Est-ce que notre vie s'arrête? Qu'est-ce qui fait notre... Voilà. Il faut revoir tous les films de Tarkovsky où on a des maisons qui sont sous l'eau, dans Solaris et Stalker. On a cette menace contre la maison et finalement notre personnalité. Donc ce film est une vraie parabole qu'il faut vraiment décoder. C'est-à-dire que c'est un film, on peut vraiment... Alors pour aller plus loin, je vais m'arrêter là, ça va pas dire plus, mais disons dire 2 choses. Chris Parker a fait un très beau film, Une journée d'André Arsenevich. Il va filmer Tarkovsky, qui est sur son lit de mort à l'hôpital, il revoit son fils, il fait le montage du film, et il y a des plans où Parker a filmé le making-of de ce qu'on voit ce soir. Et enfin, déjà que vous pouvez lire la mémoire de Tarkovsky, donc il y a le journal, mais ce très beau livre qui s'appelle Le temps scellé au cahier du cinéma. Voilà, j'ai quasiment terminé. Donc vous dire que le petit dispositif que je vous propose après, si vous avez le courage de rester, ça va nous amener jusqu'à minuit, sur cette histoire-là, c'est de dire que les différents personnages, c'est un masque, ils cachent quelque chose, ils ont une fonction narrative bien particulière, ils sont des archétypes de pulsions humaines et de passions humaines que Tarkovsky nous montre. On a énormément d'images clés, d'images symboliques qui donnent un sens au film. Et je
capture d'écran en fait. Et on essaiera de comprendre l'enjeu de ce film. Dans quel monde nous sommes? Est-ce que cet apocalypse il a vraiment lieu? Qu'est-ce que fait Alexandre? Est-ce que l'acte qu'il fait est un acte qui est un acte dans le réel? Et qu'est-ce que cet acte peut nous dire aujourd'hui de notre posture par rapport à un monde qui peut se détruire? Voilà. Et qu'est-ce que ça nous donne de clés pour comprendre peut-être ce monde qui est un peu complexe? Voilà. Je vous laisse voyager et faire. Merci. Bon, on y va alors. On va discuter de façon assez en 3 temps sur les personnages. Là, je vais avoir besoin de vous, parce que moi je vous donnerai ma lecture du film à la fin. Parce que ça ne sert à rien que vous l'ayez encore. Moi j'ai beaucoup de scrupules à me dire que finalement le vrai créateur c'est Tarkovsky. On pourrait totalement se taire. Mais en même temps, on va voir peut-être qu'il y a des choses à découvrir ensemble sur. Alors, les personnages. Donc, cet acteur, qui est un grand acteur de Bergman, qui s'appelle Alexandre, il a un prénom de conquérant, et là, c'est plus trop un conquérant. Alors, qu'est-ce que ce personnage, on voit bien que c'est quand même un alter ego de Tarkovsky. Tarkovsky, je vous dirais certaines phrases que finalement il a dit dans son journal qui fait dire à Alexandre dans ce film-là. Alors, comment vous avez perçu le parcours du personnage? Qu'est-ce qui résonne en vous? La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce type est totalement dingue? C'est la question que les médecins vont se poser à la fin, si vous voulez. À la psychiatrie, on va l'étiqueter, le psychotique, le neurotique, enfin voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'Alexandre? Voilà, je vous laisse parler. Est-ce que c'est un personnage, vous vous identifiez à lui ou pas? Est-ce que vous le comprenez? Je vais essayer de se dire ça. Pourquoi il agit comme il agit? C'est quoi sa problématique en fait? C'est en rentrant un petit peu dans le... Ne soyez pas timide. Alors, qui pense qu'il est totalement dingue? Alors, on va faire un petit sondage pour lancer. Personne de... Alors, mademoiselle, expliquez-nous pourquoi vous pensez qu'il est totalement dingue. Allez-y. Je sais pas. Ah, vous avez une intuition. Enfin, là, on est sur de ressenti, c'est pas d'intellect, hein, c'est juste... voilà. C'est quoi son geste fou pour vous dans le film? Ouais. Qu'est-ce qui résonne bizarre chez vous par rapport à ce qu'il fait? Quand il parle... Ouais. Spécial. Totalement. On voit, c'est un mec, il a déjà fait un chemin. En même temps, il parle beaucoup. Et il dit que word, words, word. Donc, ça s'appelle un paradoxe. Ça veut dire que des gens qui parlent beaucoup et qui ont conscience que finalement, tous ces mots, mais à quoi ça sert de parler tout le temps comme ça, hein? C'est même la question que je me pose. Moi, à quoi ça sert de vous parler? Le film devrait suffire. Moi, a priori, je pourrais m'en aller. Ok? C'est la question. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est une position qu'on est quand on fait de la médiation par rapport à ça. Oui. Ok, très bien. Okay. D'autres réactions dans le sens de la chose que vous ne comprendriez pas de ce qu'il a fait. Ou alors au contraire, je sais pas, est-ce que quelqu'un peut dire que ce type est totalement, c'est le moins fou de tous finalement? Pourquoi? Ah bah ça c'est vrai. Alors allez-y. Bah il a comme une espèce de don de voyance que les autres n'ont pas. Enfin, voilà, la question de voir... Enfin ça on sait pas vraiment finalement. Alors voilà, expliquez un peu plus s'il vous plaît, allez-y. Bah déjà il a fait une espèce de vœu. Oui, il a fait une prière. Ouais. Il a demandé à Dieu d'annuler l'Apocalypse. Ouais. Mais en se réveillant, il a interprété son auto-olfacteur qui lui disait d'aller voir la servante et de passer une nuit avec elle, comme vraiment la concrétisation du vœu qu'il avait fait. Mm-hmm. Et donc il l'a fait, et pour ça il a brûlé sa maison. Parce qu'il en avait fait le vœu aussi, de se sacrifier. Donc il a une logique, il est fidèle à une parole donnée, vous voyez. Que même dans des actes qui nous paraissent fous, il y a quand même une espèce de logique qui apparaît, mais qui n'est pas notre logique à nous, si vous voulez. Donc effectivement, ce qui est intéressant quand on voit un film, ça va heurter notre représentation. Parce que est-ce qu'on serait prêt demain, est-ce que dans la salle, quelqu'un serait prêt à faire ça? Pas évident quand même, hein?
une belle maison à la campagne, aujourd'hui on irait la brûler parce qu'on va se sauver le truc qui est bizarre, d'accord? Et c'est ce bizarre là qu'il va falloir interroger, on va amener à la fin hein, le pourquoi du bizarre. Mais, ok? D'autres réactions sur le personnage? Monsieur, allez-y. Je pense que le personnage au départ il a pas mal de lâcheté Ouais. et que c'est un rachat pour lui par rapport à ce qu'il peut penser par rapport à Otto et Maria. Ouais. C'est un rachat de brûler la maison. Pour lui c'est un acte de courage. Ouais. Mais au départ il est complètement détaché de la situation. Ouais. Il prend pas parti pour personne quoi. Au Ouais. départ. La lâcheté, c'est par rapport. Vous pouvez expliquer pourquoi vous pensez qu'il est lâche concrètement? C'est par rapport à quoi? Par exemple, quand la femme a sa crise d'hystérie, Ouais. il est ailleurs. Il pourrait s'y intéresser. Oui, oui, totalement. Il y a une sorte de détachement. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Mais après, c'est Otto Ok. qui le convainc, mais Ouais. il le convainc d'une manière assistante. Oui. Ouais. C'est... Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, il y a quelque chose de... Alors, on parlera des rapports entre Occident et Orient, l'idée du yin et du yang, on verra. Mais on creusera ça, c'est une piste intéressante, monsieur. Bah, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il brûle sa maison parce qu'il va au bout de la promesse qu'il a faite, ou est-ce qu'il la brûle parce qu'il se demande au fond pourquoi il a sauvé tout ça, parce que j'imagine que le matin il se lève, il se dit que le sacrifice, en tout cas ce qu'il a fait avec cette servante a fonctionné, et il découvre des gens qui ont des conversations qui vraisemblablement lui plaisent pas du tout le matin au petit déjeuner, et il envoie tout valser. Et est-ce que cet aller-retour incessant entre l'ambulance et les autres, c'est une hésitation entre est-ce que c'est la concrétisation et j'ai aussi promis que je sacrifierais ma maison et je fais littéralement un hôtel auquel je mets feu, ou est-ce que juste j'aurais peut-être que ça aurait été mieux que tout ça disparaisse cette nuit. Pourquoi j'ai sauvé ça au fond? Moi c'est Ouais, c'est une question que vous vous posez. Il y a un élément clé qui est, à un moment donné, la femme dit « j'aimerais bien redevenir un enfant ». Si vous voulez, le personnage, c'est comme s'il redevenait une espèce d'enfant. Et il y a une parabole biblique qui dit qu'on ne pourra pas accéder à Dieu, à la divinité, si on ne devient pas un enfant. Et cette idée de l'infantile. Alors, moi, je ne vais pas défendre la thèse que c'est un film qui défend l'Église catholique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens ont été dans un truc, une parabole biblique, très catho, machin. Je ne vais pas être du tout là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose sur le retour à l'infantile chez le personnage qui est intéressant, hein, et sur la question de l'enfance. Voilà. Ok, monsieur. Pour moi, c'était pas clair. Est-ce qu'il brûle la maison avec son enfant dedans ou pas en fait? Ah oui, est-ce qu'il y a un enfant dedans ou pas? On peut imaginer que quand même, parce que c'est un film sur la transmission, vous voyez bien, que l'enfant, il brûle la maison, mais pas l'enfant. L'enfant, c'est ce qu'il veut sauver, et à la fois, on peut imaginer le traumatisme de l'enfant qui perd son père. Sauf qu'à la fin, l'enfant s'adresse à son père. Mais il y a un paradoxe. C'est évident que l'enfant, c'est un film sur la transmission. Donc, qu'est-ce qu'on transmet à un enfant? Est-ce qu'on lui transmet des biens matériels, ou on lui transmet une belle histoire? Donc on va se poser la question du sens de l'histoire, puisqu'en fait le film commence par un conte. Oui. Voilà. C'est dans ce sens-là que je vous répondrai. Hein. C'est l'idée, en fait, il se fiche de transmettre un bien matériel à son fils. Ce qu'il veut lui transmettre, c'est une philosophie de vie. Et Jean Bouchet, qui était un grand analyste, disait que les grands cinéastes comme Terrence Malick dans Tree of Life et comme Tarkovsky dans ce film-là, sont des cinéastes qui sont du côté de la vie et de la vitalité. Et là, c'est un film qui traverse la mort pour arriver à la vie. Et la symbolique de l'arbre, c'est l'arbre de vie. Ça, on en reparlera après, d'accord? Voilà. Sur Alexandre, d'autres choses? Ouais, son rapport à Dieu, il est compliqué. Ah là, totalement, allez-y, oui. Et parce qu'au départ, avec Otto, il n'a pas l'air d'être... de croire. Ouais. Et c'est quand il y a l'apocalypse qui se dessine que tout d'un coup, c'est un peu comme Claudel. Et oui, parce Il tombe à genoux. Il tombe à genoux, parce qu'il a des visions, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il voit, les autres ne le voient pas. Sauf qu'à un moment donné, le noir et blanc contamine tout le monde, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Hein. C'est pas uniquement dans sa tête. Donc après, sur la question du début, il a une discussion philosophique sur la question de l'éternel retour. La question de l'éternel retour, c'est quelque chose qui a été théorisé par Nietzsche, d'accord?
Nietzsche est un intellectuel. Un intellectuel, est-ce qu'il peut comprendre la philosophie? Est-ce qu'il peut comprendre le plan divin? Parce qu'il le travaille juste avec son intellect. Nietzsche, il s'est suicidé à la fin. Parce que Nietzsche, il a tout remis en cause. Sauf que si vous remettez tout en cause sans trouver une solution, une issue, ce monde, il est dégueulasse. Mais à un moment donné, ok, mais s'il n'y a pas d'issue, vous finissez par vous supprimer. C'est ce qu'a fait Nietzsche. Okay, on a ça chez Bellatar. Hein. Bellatar, il fait le cheval de Turin, c'est magnifique, c'est sur ça, hein, sur la folie. Ce qui est intéressant, c'est cette discussion où à un moment donné, le facteur, il a lu Nietzsche, mais à quoi ça nous sert de lire Nietzsche et tous ces philosophes intellectuels-là? À quoi ça nous sert concrètement? Ok, on est dans la merde, mais une fois qu'on est dans la merde, on y reste, on patauge dans la merde ou on essaie de s'en sortir? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est la question en fait. À quoi servent les philosophes et les intellectuels aujourd'hui? Là, il y a autre chose qui va se jouer, et ça va se jouer dans la référence au Japon. La référence. Vous avez vu ce qu'il a sur sa robe de chambre? Le yin et le yang, on va en reparler. En fait, cette robe de chambre elle est vachement importante. Et donc, on va passer de la théorie à la philosophie de vie pratique. Voilà, c'est ça qui est intéressant à un moment donné. Ok, hein, j'amène ça à la fin. Je vous donne quelques éléments. Alors, je vous propose qu'on passe aux autres personnages, parce qu'il va falloir quand même qu'on termine à minuit. Alors, je vous donne quelques éléments sur ce personnage-là, décrypter sur un peu les choses. Lui, si vous voulez, c'est le symbole au début du mental. Du mental, et c'est l'idée d'un acteur raté, mais il refuse de dissoudre son moi dans des personnalités qui ne sont pas la sienne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut comprendre qui il est. Quand vous passez votre vie à jouer des autres que vous êtes perdu. Vous ne savez plus qui vous êtes. En tout cas, c'est un conteur. La parabole du moine qui est racontée au début, elle est fondatrice de la transmission qu'il donne à son fils. Ça, c'est fond. Est-ce qu'il est croyant? Effectivement, à un moment donné, il va citer, au commencement était le verbe, c'est l'évangile de Jean quand même. Il le cite, mais on ne sait pas vraiment s'il croit. Par contre, à un moment donné, il dit une phrase qui est fondamentale, que Tarkovsky dit dans un documentaire, je vous remontrerai une image à la fin. Tarkovsky, sur la fin de sa vie, cette phrase « la mort n'existe pas », il le dit texto. Et ça, c'est quelque chose de Tarkovsky. Et après, une fois qu'on a dit ça, il parle de la peur, mais concrètement, quand on est face à la mort, et c'est autre chose de dire « ouais, c'est bon, la mort n'existe pas, on est au bistrot avec ses potes, on déconne », mais sauf que il y a des trucs qui sont chauds là, on peut mourir, c'est autre chose, de dire que la mort n'existe pas. À la fin, il pétoche, quand même. Oui. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Et effectivement, il va dénoncer le progrès technique, il est là du bavardage, et à un moment donné, on peut imaginer quand même qu'il est un petit peu dépressif, ce personnage, parce que le flingue, à un moment donné, on ne se demande pas s'il il menace presque Maria de se suicider. Et puis on peut se dire que est-ce qu'il a des visions, est-ce que c'est un mystique, est-ce qu'il est... Voilà. Donc c'est un personnage qui est très ambigu, mais qui va vers quelque chose quand même qui est intéressant. Si je devais le remettre dans le tarot, et c'est intéressant parce que dans le film précédent de Tarkovsky, il jouait un fou qui s'immolait. Il jouait Domenico dans Nostalgia, revoyez Nostalgia. Et dans le tarot, si vous voulez, le mat, le fou, c'est celui qui se met en chemin, qui est comme un enfant. Là, on n'a pas de chien dans le film, mais on a quelqu'un qui bouge tout le temps et qui est en quête de quelque chose, qui est en quête de son âme ou de son identité propre. Vous voyez ? Donc je pense que l'archétype du fou correspond très bien. Mais le fou, c'est potentiellement aussi le sage, vous voyez ? On peut le voir de deux façons. Le fou, dans le tarot, il fait un parcours à travers les 22 arcanes, qui sont des 22 archétypes et qui nous amènent à quelque chose qui s'appelle le monde. Et ça, on va en reparler. Voilà. Alors, ce qui est très beau, effectivement, maintenant, peut-être qu'on va parler de ce petit garçon. Alors déjà, est-ce qu'il a un prénom ? Oui. Ah ben, donnez-moi son prénom, ça m'intéresse. Ah non, petit garçon. Petit garçon. Vous savez comment une des bombes nucléaires s'appelait ? Little Boy. Pas pour rien. Ouais. Voilà. Bon, petit clin d'œil, mais Tarkovsky déconnecte ça de la politique. C'est-à-dire que Tarkovsky, même s'il a été victime de... Oui, aujourd'hui, on dit qu'il y aurait des pauvres Ukrainiens. C'est vrai que le peuple ukrainien, il y a plein. Comme tous les peuples victimes de la guerre. Mais il y aurait les méchants Russes et puis le gentil Zelensky, vous voyez, par exemple. Ça, Tarkovsky, même si à un moment donné, il a critiqué le pouvoir russe, il n'a jamais été dans un manichéisme en disant d'un côté, il y a les gentils et les méchants. C'est vachement plus complexe. Là, il sort de cette dialectique pour nous dire qu'on ne sait même pas d'où elle vient, la petite Claire. Vous voyez ? Par contre, il raconte des paraboles à cet enfant. Alors, cet enfant, on a commencé à en discuter avec le monsieur, il est quand même central. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il aurait tout sacrifié sauf son fils. Vous voyez ? C'est le truc auquel il tient. C'est évident. Alors, comment cet enfant vous le percevez dans le film ? Est-ce que
là-dessus, quelques mots. En fait, il n'a pas de nom vraiment, hein. C'est le petit garçon. Bon, vous avez compris pourquoi il a perdu, il ne parle pas au début. Il était opéré, hein, c'est totalement matériel. Et à la fin, il reparle. Qu'est-ce qui s'est passé alors entre eux? Et est-ce que vous avez vu le premier film de Tarkovsky? L'enfance d'Ivan. Comment ça commence, l'enfance d'Ivan? Par un plan sur un garçon derrière une toile d'araignée Et il y a un arbre. et un arbre. Vous avez vu ça? Il y a Chris Marker, quand il fait son hommage à Tarkovsky, il dit voilà, il y a une cohérence dans l'œuvre. On commence, on finit la boucle et boucle. Vous voyez? Intéressant quand même, hein, de voir ça. Donc forcément, la question de l'enfance, elle est fondamentale chez Tarkovsky. Ça peut être aussi de dire de redevenir comme un enfant. Hein. Voilà. Alors ce petit garçon, c'est un enjeu dans le film quand même. Est-ce que vous avez compris l'enjeu qu'il y a autour de cet enfant, au-delà de ce que je viens de dire? Allez-y. Du coup, ce père, il a extrêmement peur de la transmission de ce que vont devenir ses idées ou sa pensée. Et il y a un peu ce truc où on a l'impression qu'il peut voir juste lui, cet enfant, enfin, ce que vont devenir une certaine pensée. Et du coup, cette idée de la transmission, et à la fin, on espère qu'il disparaît, qu'il s'en va, et l'enfant qui se remet à parler. Voilà. L'idée de transmettre le verbe, hein, si vous voulez, il y a quelque chose qui est très important, c'est depuis, c'est Henri Hugo qui explique, c'est que comment on a lutté contre la violence. Hein, par exemple, l'histoire des Mille et une nuits, c'est en racontant une histoire. Sherazade, à un moment donné, elle n'est pas tuée parce qu'elle raconte une histoire. Donc le pouvoir de la parole, le verbe créateur. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention quand on parle. Effectivement, le mot juste, et l'idée que c'est en racontant des histoires que le monde continue à fonctionner, et que le monde échappe à la violence. Hein. Vraiment, c'est la source des Mille et une nuits avec l'histoire de Sherazade. Le mec, au lieu de la tuer, il écoute l'histoire. Il pose son poignard. Vous voyez ? Et que tant qu'on continue à raconter des histoires, et Dieu sait qu'on nous raconte des histoires aussi, par ailleurs, mais nous, si nous racontons des histoires, et George Miller l'a fait magnifiquement, voyez le Mad Max Fury Road et voyez 3000 ans à t'attendre. George Miller est un des grands conteurs du cinéma américain. Voilà. Donc sur l'enfant, d'autres choses? Alors je vais passer, hein, on va tout bêtement, il a 6 ans. Hein. Et alors ce qui est intéressant quand même, c'est cette idée de la maison en modèle réduit. Vous avez compris ça? Qu'il construit, le cadeau qu'il fait à son papa, c'est une maison en modèle réduit. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est-à-dire qu'il voit le monde à son échelle. Il voit le monde à son échelle. Et il offre une maison à son père. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, cette maison, c'est quoi? C'est un cadeau, et à la fois, c'est pas grand-chose. C'est un jouet. Donc, un jouet, on peut le casser. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez imaginer que vous offrez une maison à un enfant, l'enfant, il va casser son jouet. Est-ce que vous allez l'engueuler parce qu'il a cassé son jouet? Si la maison a coûté très très cher, vous allez avoir mal, mais en même temps, rappelez-vous, sur la notion de cadeau, faire un cadeau, c'est se sacrifier, c'est accepter de perdre quelque chose. Il y a quelque chose dans cette idée de résumer cette maison à un jouet, de dire si tu casses le jouet, c'est pas grave finalement. C'est peut-être quelque chose qu'il dit à son père de façon inconsciente. Hein, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant toute la période de chaos, il dort l'enfant. Il est épargné. Et l'enjeu, Valérie Mérès, son personnage, elle sert à dire à la mère, arrêtez, laissez-le dormir ce môme. Hein, arrêtez de le réveiller pour le foutre devant la télé, l'angoisser des problèmes du monde. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que fait Roberto Benigni dans La vie est belle, moi qui est un film qui m'insupporte totalement. Vous voyez pourquoi? La vie est belle, vous avez vu le film. C'est-à-dire, il nie totalement l'idée de la Shoah. Que tout ça, c'est une blague. Pour préserver l'enfant. Sauf que, il ne fait pas tout à fait la même chose. Là. Il donne à son enfant une histoire qui n'est pas un mensonge, parce que le coup du Père Noël, c'est une saloperie aussi. Hein. D'accord? Business du Père Noël, société de consommation, et les parents qui disent aux gamins qu'il ne faut pas mentir, tous les parents mentent à leurs gosses en inventant un mec qui vient des États-Unis. D'accord? Enfin, connerie. Excusez-moi, je ne vais pas le dire. Mais là, l'idée, il n'y a pas de mensonge. Il y a juste l'idée qu'on donne un conte, on va revenir sur le sens de ce conte à la fin, hein, qui est un conte qui est fondateur sur comment la vie peut surgir du chaos. Voilà. Donc ça sert à ça, hein, ce petit personnage. Alors rapidement, la femme de, qu'est-ce qu'on peut dire de cette belle bourgeoise?
C'est des archétypes, ces personnages. Elle est un peu caricaturale, elle. Alors, qui veut dire 2 mots dans cette dame? Donc, globalement, c'est quoi le problème entre... Il y a un problème dans le couple. Alors, vous l'avez vu, le problème dans le couple, c'est pas très dur. Elle le dit à un moment donné. Elle n'a pas épousé celle qu'elle... Ah, non seulement elle est amoureuse, mais elle n'est pas amoureuse de son mari. Voilà, on peut imaginer. Elle était amoureuse de son mari quand il était potentiellement un grand acteur. Sauf qu'à un moment donné, elle lui dit au début. Et puis, elle le trompe carrément. Enfin, je veux dire, bon, c'est évident que le médecin, vous avez compris qu'il se tape à la fois la mère et la fille. Hein? Donc ça veut dire que la vie de couple et de cette belle vie bourgeoise dans cette maison est basée sur un mensonge. D'accord? Tout ça, c'est du fake. Ok? Et elle est, si vous voulez, bon, on va lui faire son sort rapidement, quoi. Hein. Elle le dit, elle a fait les mauvais choix. Et c'est là que ce film, il est sur la question du choix. Est-ce que Alexandre, lui, il fait le bon choix, hein? En tout cas, c'est une comédienne, elle est d'origine grecque, vous voyez, donc on est, si on prend l'histoire du théâtre, on est dans la tragédie, là. Elle en fait des tonnes, elle est dans l'hystérie, elle pleure, elle se roule par terre. Forcément, elle était ambitieuse, elle a essayé de se réaliser à travers ce titre. Et voilà, par contre, elle envie à Alexandre sa capacité à faire l'enfant. Elle a perdu, si vous voulez. C'est une adulte qui est prise dans le système du pouvoir de la consommation. Elle a perdu cette capacité à retrouver son amour d'enfant. Voilà. Alors, le facteur Otto, qui est quand même un personnage assez truculent, hein, qui a déjà joué chez Bergman, il sert à quoi, lui? C'est quoi son... C'est un rôle de révélateur. Oui, allez-y. En même temps, c'est un peu le jumeau d'Alexandre. Ouais. Mais il a une fonction parce qu'il pose des questions auxquelles Alexandre, ni lui ne peuvent répondre. Oui, c'est les deux personnages questionnants. Totalement. Ils sont très très jumeaux. Qu'est-ce qui vient révéler? On l'invite à un anniversaire et il faut quand même, il casse un peu l'ambiance quand même. Par rapport à quoi? C'est quoi son... Et qui est réel, hein, c'est-à-dire ce qu'il dit, c'est pas... Enfin, il y a vraiment quelqu'un qui a fait ce qu'il a dit dans le film. Mais quelle est la fonction de cette anecdote dans le film? Vous voyez de quoi je fais les échos? Son intérêt pour le paranormal. Oui. Il veut prouver scientifiquement le paranormal. Et ces histoires de photos, je peux vous dire que ça existe. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme Stanley Kubrick dans Shining. Shining que j'ai déjà analysé, qui est un métafilm sur plein de choses. Et Kubrick, quand il parle de Shining, il dit cette histoire de fantôme, c'est très chouette, ça montre que la vie, après la mort, ça continue. Et lui, c'est ce qu'il montre là. Un des enjeux de ce film, c'est de parler de la condition humaine, de dire, effectivement, est-ce qu'on a peur de la mort? Pourquoi on a peur de la mort? Et qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Et donc lui, il amène ça, et il amène aussi le rapport au paranormal, qui est Maria, dont on va parler. Alors bon, donc, très simplement, hein, on l'a déjà évoqué, lui, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ressemble à... Il est multiple. C'est un ancien prof d'histoire. Il a étudié Nietzsche, on en a parlé tout à l'heure, et il dit un truc très juste, ne rien attendre de la vie. C'est vrai que c'est la meilleure façon de ne pas être déçu, hein, si vous attendez rien, tout va bien. Il essaie de montrer la réalité du monde invisible, mais donc à savoir que la plupart des gens... bon, Shyamalan, j'ai fait un écho à Shyamalan, et on verra que ce film est totalement, à la fois sur des préceptes similaires, Shyamalan, Cocktail de Cabine, mais totalement différent. Shyamalan, son grand truc dans le cinéma, hein, c'est, avec le film avec Bruce Willis, c'est de montrer que les morts existent et qu'ils sont en rapport avec les vivants. Et toute une partie du cinéma l'a fait bien avant lui. Hein. Et lui, ce qui est intéressant, c'est le premier qui parle de sacrifice. C'est-à-dire, quand je fais un cadeau à quelqu'un, c'est que je donne quelque chose de valeur. Et ce qu'il donne de valeur, c'est quoi, vous vous rappelez? La carte. La carte. On reviendra sur la carte après. Hein. Et donc, moi, j'ai envie de dire, c'est presque, si vous voulez, si je prends la mythologie, une espèce de messager des dieux, un Hermès. Hermès, c'est celui qui navigue, il est tout le temps en mouvement sur son vélo. Hein. Et si je prends les archétypes jungiens, ça serait la figure du vieux sage ou du mentor pour Alexandre. Hein. Il va lui donner quelques clés. Voilà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de parler de ce personnage très rapidement. Vous voyez la scène, c'est intéressant, la mise en scène très théâtrale. Lui, il regarde elle regarde elle, et donc en fait, ils se fuient tous. Hein. On est vraiment dans une disharmonie totale là, hein, dans la façon dont les personnages ne se regardent pas et ne sont pas ensemble. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce médecin? Pourquoi Tarkovsky le met là, et qu'est-ce qui... C'est quand même l'ami d'Alexandre, a priori. Il couche avec sa femme et sa fille. Et il fait autre chose quand même, plutôt sympa, ou pas, je sais pas. Il fait deux trucs.
Il y a deux actions principales. Il pique. Hein? Il pique. C'est-à-dire que le médecin, quand il veut nous rassurer, il nous pique. C'est arrivé d'un, comme éviter. Parce que l'être humain, il aime bien qu'on donne un truc qui va le rassurer. Bon, après, pourquoi pas. Sauf que, qui c'est qui refuse d'être piqué? C'est Alexandre et Otto. Hein? Et la fille, elle se laisse convaincre. Ouais. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, il a une emprise sur ces deux femmes. Il peut... Bon, voilà. Bon. Donc c'est l'idée de la science classique. Le mec il veut arriver, il veut se barrer d'ailleurs, parce que c'est le vrai faux ami. Il est matérialiste, si vous voulez. Hein. Il part pour l'Australie parce qu'il va diriger une clinique. Donc vous voyez, science à conscience, et bien il distribue des tranquillisants. Hein. Mais bon, à un moment donné, face à la crise existentielle, les tranquillisants, ils vont, si vous voulez, calmer le problème. Moi je ne dis pas que la science ne peut pas nous aider quand on est malade, ok, mais ça ne va pas régler le problème de fond, qui est un problème métaphysique. Hein. Voilà. Alors Maria, il faut quand même qu'on parle de Maria, parce que c'est un personnage, le film a failli s'appeler La Sorcière, mais c'était pas un bon titre, on est d'accord? Qui c'est qui l'appelle La Sorcière, Maria, dans le film? Otto. Et est-ce que c'est une sorcière? Qu'est-ce que vous en pensez de Maria? Allez-y. Elle s'appelle Maria. Ouais, ça, c'est un nom de sorcière, Maria? Elle est islandaise. Elle est islandaise. Alors qu'est-ce qui se passe en Islande? Pourquoi l'Islande? Il y a pas mal de fées, de contes, de oui. trolls, de sorcières. Voyez le film de Jean-Michel Roux, le documentaire Enquête sur le monde invisible, tourné en Irlande. Jean-Michel Roux, c'est le Otto du film, si vous voulez. Hein, je l'ai rencontré, Jean-Michel, dans un festival. C'est un mec très chouette qui fait des documentaires pour essayer de prouver la réalité du monde invisible. Il y arrive assez bien. Ok, l'Islande. Hein. Le monde où, à un moment donné, il n'y a pas cette barrière entre les mondes invisibles et le monde visible. C'est totalement admis que dans les 4 éléments, il y a des petits personnages qu'on appelle des gnomes, des cèdres, tout ça, vous trouverez ça. Hein. Donc l'Afrique, on les traite d'arriérés, ben non, les Africains ils sont très sages parce qu'ils savent que derrière la rivière, il y a l'esprit de la rivière, le feu, il y a l'esprit du feu, tout ça. Alors après, comment on gère nos rapports avec les esprits, ça c'est à chacun de trouver. Hein. Parce qu'on peut aussi devenir esclave des esprits, il faut faire très attention. Hein. Voilà. Mais elle est là-dedans. Il y a un rapport animiste, si vous voulez, à la terre, il y a quelque chose qui se joue avec cette femme. Alors, d'autres éléments que je laisse... Alors, au début du film, Alexandre a dit cette Maria, elle est bizarre. Elle est bizarre. Cette femme, elle est bizarre. Donc, il a conscience de quelque chose qu'il ne comprend pas très bien. Très bien. Avant d'aller la voir. Quoi. Alors, il va la voir pourquoi? Est-ce que c'est une question de sexe, en fait? Ouais, c'est une question de rachat, de pouvoir... Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, concrètement, du coup? Ils font un câlin. Ils montent au ciel. Ils montent au ciel, ouais. Et ben ouais. Donc comment c'est filmé? Parce que c'est intéressant, c'est pas la scène de sexe classique où il va y avoir un truc un peu chamanique avec du tantrisme. Ça pourrait, hein. Tarkovsky n'est pas du tout là-dedans. Est-ce que vous savez, une scène où il y a une élévation dans un film de Tarkovsky? Le miroir. Le miroir. Et c'est à propos de sa mère. Et de quoi il lui parle quand il est chez elle? C'est sa mère. Donc cette femme, si vous voulez, c'est la matrice, c'est la terre-mère. C'est-à-dire qu'il y a bien un principe, et la métaphore c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, les êtres humains que nous sommes, il y a 2 démons hein, chez l'homme. Il y a le démon du mal, on l'a bien vu avec les nazis, hein, l'idée de faire une race, machin, et d'envoyer tous ceux qui étaient différents, dont les juifs. Ça c'est clair que c'est... Mais derrière ce truc maléfique, les nazis, ils avaient ce qu'on appelle le démon de la pureté. Hein, et Hergé l'avait d'ailleurs, hein, Hergé il l'a exorcisé dans Tata au Tibet, il a une psychanalyse jungienne, et le démon de la pureté c'est très simple, je vous donne un exemple. C'est à un moment donné, on est marié à une femme et on n'ose pas la quitter parce que Hergé, il était catholique, marié avec une femme catholique. Donc c'était péché de quitter cette femme pour aimer une autre femme. Mais à un moment donné, il a osé le faire parce que le démon de la pureté, et à un moment donné, c'est ça. C'est-à-dire que cette idée de notre ami, lui, il est marié quand même. Donc aller voir cette femme, ça serait péché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ce film, c'est pas un film catholique, au sens où si on voulait défendre les principes de la Sainte Famille, mais sauf que la Sainte Famille, elle est pervertie d'emblée. Contrairement à l'image qu'on voit au début, qui est une image idéalisée de la Sainte Famille, qui est le tableau de Facile. Okay, donc cette femme, elle joue ce rôle un peu de révélatrice. Alors, rapidement, moi j'ai mis quelques éléments. Au début, elle est d'ailleurs au service, vous voyez, c'est-à-dire que les gens les plus humbles et les plus spirituels, c'est pas forcément ceux qui sont dans le pouvoir. Donc, on a vu l'idée de l'Islande des élémentaux, elle cultive la terre aussi. Hein. Et donc Alexandre, son démon de la pureté, par rapport à sa maman, ça a été de dire, je vais ordonner ton jardin, et ça sera mieux. Ben non, parce qu'un beau jardin, d'ailleurs, les gens qui font de la permaculture aujourd'hui se rendent bien compte que l'ordonnancement de la nature n'est pas forcément idéal. C'est-à-dire que la nature, elle a une logique en elle-même. Il ne faut pas forcément la perturber.
Hein. Donc Otto va parler de sorcière bénéfique. Donc, sorcière, c'est le vocabulaire de l'Église catholique qui a brûlé des femmes qui étaient souvent des guérisseuses, qui connaissaient les plantes. Vous voyez, donc l'idée de brûler les sorcières au Moyen-Âge, c'est le dogme catholique, comme ils ont brûlé les cathares dans le sud de la France. C'est une manifestation, l'Église catholique, c'est des meurtriers en série, voilà, à un moment donné dans l'histoire. Okay, dans André Roublev, il y a toute une scène. Et oui, totalement. Hein. Donc, alors Roublev, voilà, ce film a fait un film somme sur tout ça. Hein. Donc le jardin, c'est le paradis perdu. Réécoutez le monologue de Marlon Brando dans Apocalypse Now, où il évoque le jardin et le fleuve à côté de sa maison. Ça fait écho à ça, c'est intéressant. Et puis, c'est le pouvoir de la compassion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va pleurer, elle va l'écouter. C'est comme si, vous voulez, il évite, c'est comme s'il retournait. Jung explique la différence entre Jung et Freud, c'est quoi, hein? Freud pense qu'on est dominé par notre quéquette, voilà, pour les femmes c'est autre chose, mais par nos pulsions sexuelles. C'est pas faux, hein, mais en même temps, donc l'idée à un moment donné de faire l'amour avec sa mère, l'inceste, tout ça. Jung explique qu'au contraire, donc l'idée c'est qu'on a envie de revenir, de renaître. Et pour renaître, effectivement, c'est l'idée de la renaissance, ça passe par le rapport à une nouvelle mère, à une nouvelle matrice. Et bien là, on est totalement sur une scène jungienne de renaissance. Quand il s'allonge avec cette femme, ce type qui était terrien, qui était dans la boue, il s'élève. Et le but d'une union platonicienne, parce que c'est presque un amour platonique, ça, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'enjeu sexuel là-dedans. Il ne va pas nous montrer de sein, de sexe. La seule qu'on voit à poil, c'est la fille avec... Il suggère effectivement une scène de séduction avec le médecin. Mais ça ne va pas plus loin. Là, on est sur quelque chose de platonicien, de beau, et elle offre un amour sans condition, elle l'accepte, elle l'écoute. Et donc, il se régénère au contact de cette femme. Voilà. Donc ça, c'est une scène d'amour. On n'a pas souvent mis l'amour platonicien au cinéma. Là, vous avez quelque chose qui est assez réussi, je trouve. Voilà. Et donc, si on devait la mettre dans le tarot, bah, ça serait le féminin sacré, la papesse, l'arcane 2, voilà, par exemple. Voilà, je vous donne un élément. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le rapport. Hein, j'ai mis quelques images là pour vous montrer. Alors, on est en noir et blanc. Donc, la défiance et puis à la fois l'attirance entre les deux personnages. Oui, j'ai l'impression que Maria, c'est plus Marie-Madeleine que Marie. Oui, totalement. On peut voir ça dans la question des évangiles apocryphes. Hein, l'évangile de Marie, qui est un évangile sacré, hein, bah, c'est tout le contraire de cette femme-là, qui est dans l'hystérie totale, qui est dans la perte de... Voilà, on est sur deux femmes différentes, et c'est elle qui, à la fin, va le suivre en vélo. C'est-à-dire que et le film commence, c'est Otto qui est en vélo qui suit, et elle, Otto, c'est Hermès, et elle, ça serait la Sophia, ou la sagesse de la Terre, vous voyez. Et donc ces deux personnages, c'est un fil rouge, ils accompagnent toujours Alexandre à un moment donné. Ça, c'est assez beau, et c'est le vélo. Le vélo, si vous voulez, c'est quoi faire du vélo, en fait, la symbolique du vélo? Le vélo, c'est la dualité, hein, les deux roues. Il faut que ça tourne dans le même sens et qu'on reste en équilibre. Toute la philosophie zen, c'est de rester en équilibre dans un monde duel, vous voyez. C'est pour ça que le vélo revient comme symbole plusieurs fois dans le film. Parce que je vais vous montrer que Tarkovsky était un adepte de la philosophie zen, en fait, et pas du tout catho-intégriste. Voilà. D'ailleurs, quand il fait la chute de vélo, la même que Maria de la montée, il fait demi-tour, et après il revient. Il revient, c'est intéressant. Bon, il y a des métaphores énormes, voilà. Bon, une figure de femme, vous voyez, Valérie Mérès, elle est là pour ça, je vous l'avais dit. Elle a comment dire, stop, on arrête de traumatiser les gosses avec nos problèmes d'adultes et de leur faire peur. Ça, c'est vachement important aujourd'hui. Hein. Okay. Alors, les images clés, je vais vous faire, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Alors, je vais vous montrer quelques images, soit je vous fais commenter, soit je vous donne. Bon, pourquoi ça commence là-dessus, d'après vous? Pourquoi ce tableau? Et pourquoi Tarkovsky, il cadre le tableau de l'adoration des mages d'une certaine façon. D'après vous, pourquoi? Et qu'est-ce que ça représente, ça? Et il monte jusqu'à l'arbre. Il monte jusqu'à l'arbre. Hein. Et là, on a un calice. Vous savez, la tentation des mages, c'est un tableau, tout bêtement, où vous avez un mage. Hein. Les mages, ils étaient là plutôt pour balancer Jésus à Hérode. Mais sauf qu'à un moment donné, ils vont s'agenouiller et reconnaître que dans cet enfant, il y a quelque chose de divin. Et ils vont lui offrir quelque chose. Donc en fait, ça vous donne le sens du film. Le sens du film en celui-là, c'est offrette, c'est l'offrande. Donc le sacrifice, c'est une offrande. Et là, il y a cette offrande à l'enfant sacré. L'enfant sacré, c'est le petit garçon. Qu'est-ce qu'on lui offre? On lui offre une histoire. Et l'histoire qui lui est offerte, est-ce que quelqu'un est capable de me raconter en deux mots l'histoire que le père raconte à son fils au début? De l'arbre qu'il faut arroser tous les matins. Voilà. Sauf que cet arbre, il est mort.
Et au début, il dit c'est un ikebana. Vous savez, les ikebana, au Japon, c'est essayer de faire en sorte que des arbres qui sont en mauvaise situation puissent revivre. Donc ça veut dire que c'est la force du rituel, c'est-à-dire que c'est l'idée de la renaissance. Il lui donne cette idée-là. Et ce tableau, il est là-dessus. Alors ce tableau, effectivement, il a été restauré en 2016 et il est très sombre. Et Léonard de Vinci fait des tableaux très sombres. Dans la Joconde, vous chercherez ça, il y a Richard Kézine qui a travaillé là-dessus, la Joconde est un tableau alchimique. Vous avez deux voies derrière la Joconde. Une voie avec un pont qui renvoie à la voie humide en alchimie, et une voie qui est une voie de terre en serpent qui renvoie à la voie sèche. Tout le chemin qu'on voit dans le film, c'est le chemin qui est derrière la Joconde. C'est ce chemin qui serpente, où le type se casse la gueule, c'est ce qu'on voit en arrière-plan de la Joconde. Et Tarkovsky connaissait très très bien Léonard de Vinci. Okay, donc ça, c'est des choses que vous chercherez par vous-même, je ne vais pas développer plus. Voilà. Alors, cette scène, justement, le tableau est là, la prière. Donc, la magie d'une prière. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi je l'ai expérimenté à un moment, mais je vais pouvoir vous raconter ma vie là-dessus, c'est qu'on peut se dire, la prière, c'est juste des mots, sauf que derrière les mots, il y a des forces. Voilà. C'est à chacun après de voir ce que ça peut faire, mais ça peut être assez intéressant. Les icônes, alors vous vous rappelez, c'est le cadeau qui est fait par le médecin. Alors, ces icônes, ça renvoie à André Roublev. Qu'est-ce qu'il en fait, ce bouquin? Est-ce que c'est important, ce cadeau? Je pense que oui, parce que les icônes, ça les parle. Ouais. Sauf que les icônes, si vous voulez, si on voit l'histoire de Roublev, les icônes, c'est fait pour être, non pas photographié dans un livre qu'on vend, mais c'est fait pour être... Les icônes, c'est une image magique qui renvoie une énergie. Donc une icône n'est pas faite pour être dans un livre, elle est faite pour être sur du bois, portée sur soi, ou affichée quelque part. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la commercialiser, c'est le côté lourd du business des icônes. Et le bouquin, il le regarde gentiment, il le pose. Par contre, ça renvoie à l'histoire d'André Roublev, qui est un des premiers films de Tarkovsky, qu'il faudrait revoir pour comprendre là où l'image est magique, c'est quand elle est active et pas dans un livre. Okay, voilà, ça c'est un petit paradoxe. Bon, là, cette scène de la Sainte Famille, mais c'est pas la Sainte Famille, là, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Il y a des gens qui disent, ben non, l'Apocalypse, c'était dans sa tête. Non, il y a bien eu quelque chose, puisqu'en fait, là, sauf à se dire qu'Alexandre a rêvé cette scène-là. Hein. Bon, on pourrait imaginer. Ce fameux chemin en S qu'on trouve dans le tableau de Léonard de Vinci, hein, vous regarderez. La question du lait, alors je passe vite parce que le temps vous est compté. La question du lait, alors comment on symbolise l'Apocalypse dans le film? C'est rapide, c'est-à-dire le lait, c'est le lait maternel, hein, c'est le blanc, c'est quelque chose qui se répand, voilà, elle est très... Le vert aussi, hein, donc tout le son, hein, c'est une ambiance qui se met petit à petit, et puis quelques images hein, qui sont tournées en Italie, en noir et blanc d'ailleurs. Hein, mais est-ce que ça a vraiment eu lieu, ça, du coup? En même temps, je trouve que c'est un peu entre eux. Hein? C'est un peu surajouté. Ouais. Même si c'est important pour Tarkovsky. Ouais. Bah, c'est les visions qu'il a. C'est un peu trop, quoi. C'est le personnage, il a une vision. Est-ce que c'est une vision d'un avenir qui va arriver, qui est arrivé? En tout cas, on a entendu des bruits, on est passé au noir et blanc. Il y a eu quelque chose qui... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Alors, attends, là j'ai passé un peu. Bon, l'idée du tableau de l'Europe, vous avez compris, l'Europe du XVIIe siècle, c'est l'idée que la carte n'est pas le territoire. Et ben, l'Europe qu'on nous vend aujourd'hui, je ne vais pas faire de politique vraiment, mais quand même, il faut se poser des questions sur les décisions de la Commission européenne, sur comment l'Europe a été gérée. Puisqu'en fait, globalement, là où il tourne, Gotland, vous savez, c'était une période où il y avait l'OTAN s'entraînait, c'est une arrière-base de l'OTAN quand même. Hein. Donc les avions qu'on entendait, il aurait pu les entendre vraiment pendant le tournage. Donc si vous voulez que même en Norvège ou en Suède, où on se sentait à l'abri, ben non, il y a quand même l'OTAN, c'est très d'actualité, hein, la politique de l'OTAN, je ne vais pas rentrer plus là-dedans, mais posons-nous des questions de la politique européenne. Enfin, lui, voilà, l'Europe idéale, XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'on en a fait, hein? Et donc ça, la carte n'est pas le territoire, voilà, hein, on passe dessus, mais c'est quand même intéressant. Tarkovsky était très déçu par la politique européenne et par voilà, la façon dont on a... La Russie, si vous voulez, n'arrive pas à... Enfin, il y a un problème avec ces histoires d'intégration et d'Europe. Voilà. Bon, la façon dont ces personnages sont montrés totalement séparés, alors qu'ils sont amis, vous voyez l'art du cadrage du théâtre de Tarkovsky. Bon, la scène de lévitation, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Comment suggérer un plan, un concept philosophique. Voilà.
Et puis l'idée de cette icône aussi, hein. C'est-à-dire que la vraie icône, elle n'est pas dans le livre, elle est chez la sorcière. C'est une image magique. Là, la vraie magie, elle est dans les éléments. Hein. Une icône, c'est de l'élément, c'est du bois avec de la couleur. Voilà. Et ça, voilà, c'est l'archétype de Maria, qu'on a chez elle. Voilà. Alors, si vous voulez, ça peut nous donner quelques éléments d'un concept qui est important, c'est le monde imaginal. Ce film, les visions qu'on a, c'est quelque chose qui est entre le rêve et le monde réel. Hein. Donc, c'est évident que la Joconde, par exemple, c'est une peinture alchimique qui représente Léonard de Vinci, le soi de Léonard de Vinci, c'est-à-dire l'image d'un être réalisé. Et l'adoration des mages, c'est la conjonction des opposés. C'est-à-dire, le mage, il vient d'Orient. Il apporte de l'encens à la myrrhe à un petit garçon qui est en Occident. Et ça, c'est très important. Donc, c'est l'idée que l'image peut être un passage vers autre chose, vers un autre monde, vers le monde invisible. Ça, c'est le monde imaginal, Henri Corbin. Hein, vous verrez, c'est une façon d'expliquer comment certaines images peuvent nous marquer. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous questionner simplement pour... Vous voyez, il y a eu 2 affiches qui sont intéressantes. Une affiche qui met en avant ce plan magnifique qui a dû être refait 2 fois, et qui évoque forcément cette image du tarot, la maison Dieu, la maison qui prend feu, hein, qui est fondamentale. Et donc, ça, vous l'avez compris très vite, hein, c'est-à-dire que le constat que fait Tarkovsky, c'est la crise de la civilisation. Hein. Le progrès, il le fait dire à Alexandre, je ne vais pas trop redévelopper ça. L'affiche qui est restée, c'est celle-là. Vous voyez la différence quand même entre les 2 affiches. Et donc, moi, je voudrais vous entendre sur, je vous donnerai mon point de vue, il me reste 5-10 minutes maximum, c'est quel est le message de ce film aujourd'hui, quelle révélation il nous apporte sur le sens de l'Apocalypse. Et voilà. Est-ce que vous avez quelqu'un peut se lancer comme ça, sans trop réfléchir d'ailleurs, comment vous comprenez la fin et le message du film? Est-ce qu'il y en a un ou pas du tout d'ailleurs? Alors tout ça ne veut rien dire. Possible, hein, que tout ça ce soit totalement délirant, mais je pense. Mais voilà. Quand on voit les 2 affiches, c'est évident que le message spirituel est s'incarner dans cette affiche-là et pas dans l'autre. Alors, ça va dépendre parce que, si vous voulez, dans l'alchimie, il y a l'idée de l'œuvre rouge, et l'œuvre rouge, c'est la purification par le feu aussi. D'accord, mais après, ouais. C'est l'après qui l'intéresse. C'est l'après qui l'intéresse, vous avez raison. Hein. D'où l'idée du plan d'élévation. C'est-à-dire la caméra montre l'enfant qui parle et le plan. Alors que dans l'enfance d'Ivan, le plan descendait, là on est sur un... Donc on est sur une œuvre qui se reboucle dans l'idée de la transcendance et de la symbolique de l'arbre de vie. Qui n'est plus, à un moment donné, il y a un plan sur un arbre qui est cassé en 2. Hein, ouais. L'arbre qui est cassé en 2, c'est la dualité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein, la dualité, on y est tout le temps, parce qu'en fait, il y a effectivement, il y a 2 servantes, on est dans un film de la dualité totale, hein, avec les paradoxes de la famille, les 2 enfants. On peut voir, notre vie est faite de dualité. Hein, mais c'est comment, à un moment donné, on trouve un axe qui nous permet de sortir de la dualité. Donc c'est vrai que le film est un peu là-dessus. D'autres choses sur comment vous avez perçu la fin de ce film. Oui. Bah moi, ce que je me suis demandé à la fin de ce film, c'est ce que j'ai, mais peut-être que je suis à côté de la plaque, une des questions centrales, c'est est-ce que ça a un sens d'avoir peur de la mort? Et j'ai l'impression qu'il vit ça comme un échec d'avoir peur de la mort, et Maria lui dit mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, pourquoi t'as peur, comme si c'était à cause d'eux qu'il finissait par avoir peur, alors que par son verbe et par son détachement et par sa connaissance profonde il échappait à ça. Et est-ce que ça vaut le coup, le fait que ça vaille le coup de sauver le monde, peut-être veut dire que ça vaut le coup d'avoir peur de la mort, parce que c'est peur de perdre quelque chose qui en vaut la peine. Et ça fait un lien avec la discussion inaugurale sur Nietzsche et l'éternel retour. Et est-ce que cet enfant va réussir, lui, à avoir un rapport? Mais quel rapport? Le fait de ne pas avoir peur de la mort, c'est au fond regarder le monde sans y attacher d'intérêt, mais en même temps il y a toute cette espèce de vanité de dire mais je fais comme si le monde était au-dessus de ça. Bon, tout ça, vous avez dit sans réfléchir, alors du coup, c'est pas très bien leur donner ce non, mais c'est pas mais voilà. C'est très paradoxal ce que vous dites. Et effectivement, si vous voulez, le film, le paradoxe est censé provoquer un choc chez nous et nous éveiller à quelque chose. Voilà. Donc vous avez dans votre exposé mis des choses en balance qui sont très justes, hein, sur cette idée de la peur qui peut être à la fois un acteur, s'il n'a pas peur, des fois il ne peut pas jouer, c'est vrai, par exemple.
Voilà. C'est en fait quel est l'usage raisonné d'une certaine peur et comment ne pas être esclave de sa peur. Il y a un élément que je n'ai pas trop détaillé, mais c'est par exemple à un moment donné la place de la télévision. Vous avez vu ? Et on a connu ça quand même ces derniers temps. Comment on était rivé à la télévision où on décomptait les morts tous les jours, hein, avec des chiffres, un monsieur qui venait me parler des morts dernièrement. Hein. Je ne vais pas faire trop là-dessus, mais là on voit bien ça. C'est-à-dire que la télévision, et on voit ça chez Shyamalan hein, dans le cadre de Cabine, mais cette idée de, voilà, qu'on est conditionné pour avoir peur. Les médias travaillent sur le principe de la peur, bien entendu. Et les informations qui nous sont données, voilà. Et donc le milieu dans lequel on est, et puis après il y a des médecins qui nous font des piqûres pour nous tranquilliser. Hein. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de ce temps-là. Voilà. Ok, alors d'autres choses sur la fin. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le film de Shyamalan, Talk at the Cabin? Non. Est-ce que vous voyez la différence de point de vue entre les deux films? C'est diamétralement opposé. Est-ce que vous concevez? Je sais pas, pas réfléchi. Ah. Bon, en fait, en deux mots, Talk at the Cabin, c'est l'idée du sacrifice. À un moment donné, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. D'accord? Abraham a fait le faire, Dieu. Bon, c'est qu'à un moment donné, pour arrêter l'apocalypse, il faudrait tuer quelqu'un. C'est un peu le truc qui est dans le Shyamalan et qui est plutôt, à mon sens, très bizarre. Moi, je ne vais pas totalement dire là-dessus. Là, l'idée, c'est qu'il ne va tuer personne. Il va juste sacrifier quelque chose de l'ordre de son ego et de sa possessivité. Et ça, quand on dit sacrifier son ego, on est dans la philosophie orientale, vous voyez. Et qu'est-ce qui symbolise l'ego? Ben, c'est notre maison. Je ne sais pas si vous allez chez quelqu'un, le premier truc que la personne, elle fait, regardez ma jolie maison, vous n'avez rien à foutre, vous êtes là pour boire un coup, le mec, il vous fait visiter sa baraque, sur le plafond, pour vous montrer, regardez comment je suis, comment j'ai réussi dans la vie avec cette putain de jolie baraque que toi, tu n'auras jamais, d'accord? Ça se fait tous les jours, ce genre de truc. Voilà. Donc je pense qu'on est dans un truc autour du film. On a bientôt fini. Alors, pour vous donner quelques éléments, voilà, rapidement, je vous donne, parce que le temps nous est compté, je vous donne ma vision de la conclusion du film. Mais Tarkovsky disait lui-même que vous pouvez avoir plusieurs formes de vision de son film. Donc il faudrait presque que vous le revoyiez après, hein, avec des amis, puis vous discutez autour de l'apéro, ça fait un bon moyen de peut-être, je ne sais pas. Même si c'est difficile. Alors, l'idée de « Il était une fois », elle est fondamentale, puisqu'on est dans le monde des contes depuis le début. Hein. La trame narrative, c'est quoi? Il y a une réunion d'anniversaire, il y a une guerre qui est hors champ, une catastrophe nucléaire qu'on ne voit pas. Donc, on est sur une trame assez classique, mais il y a toujours ce symbole de l'arme qui ouvre et qui fait le film. Est-ce que Alexandre échoue? La société va le juger fou. Tarkovsky nous invite à ne pas le juger, justement. C'est-à-dire que notre problème, c'est nous créons le monde avec nos jugements. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de se dire la question du choix. Hein. L'Arcane 6, l'amoureux, d'ailleurs, les deux femmes, hein, il doit faire un choix entre sa femme et Maria, mais c'est l'idée d'un amour qui est un amour spirituel, qui est un amour inconditionnel. Il va faire le choix de Maria, le choix de la terre-mère, le choix de la renaissance symbolique. Donc, ça renvoie au personnage de la maman, de la nature de la mère, de la matrice, forcément. Donc, c'est la restauration de soi. Hein, c'est-à-dire, si on prend les trames narratives des films de Roublev et Stoker, par exemple, c'est la même trame narrative qu'ici. C'est-à-dire que le personnage, il a perdu quelque chose. Il cherche, il y a une catastrophe, il sacrifie quelque chose de lui, il est régénéré. Et d'ailleurs, à la fin, Otto dit « Alexandre, on se reverra ». C'est-à-dire que la société a pris Alexandre, va le juger fou, mais Alexandre, il va s'évader, il va revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Il va revenir autrement. Voilà. Alors, pour faire... c'est pas ça... quelques scènes, mais c'est la force du rituel. C'est-à-dire qu'un arbre mort peut revivre si on l'arrose régulièrement. Vous voyez, c'est une prière sincère et désintéressée peut tout changer. Donc l'idée de la folie sagesse, c'est de retrouver son âme d'enfant. Hein, ce que Jung disait, c'est l'enfant éternel qu'on a tous au fond de nous. Pour aller plus loin encore, parce que le film a différents niveaux, vous voyez, donc effectivement, l'idée de la purification par le feu et l'idée de l'arbre de vie. L'arbre de vie est au centre du tableau de Léonard. L'arbre de vie, l'idée, c'est l'arbre du bien et du mal, c'est la peur. Hein, la peur de la mort, la dualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une date qui est donnée à la fin, c'est le 11 juin 85. Donc on est sorti de la guerre. Cette guerre, elle a été effacée. On est sur la citation de l'évangile de Jean. Hein, et c'est intéressant parce que l'évangile de Jean, Tarkovsky aurait voulu le tourner en araméen. Il a essayé, mais ça, il ne l'a pas fait. Mais peut-être, heureusement qu'il ne l'a pas fait. Et puis cette idée d'être aimé, les êtres humains aujourd'hui, ils ont besoin d'être aimés, mais au sens d'un amour inconditionnel, vous voyez. Et l'idée de se libérer de la peur, hein. C'était un des messages de beaucoup de philosophes. Donc, Krishnamurti, qui était un philosophe non dualiste, parlait de ça.
Donc cette conjonction des opposés, elle est présente, si vous voulez, dans les éléments, hein, l'eau, l'air, la terre, le feu, la musique sacrée et profane qu'on entend. Hein, vous entendez régulièrement ces femmes qui appellent, qui font un rituel pour que les vaches rentrent se coucher. Et puis la musique, la musique que vous entendez, c'est la musique d'une espèce de flûte japonaise, vous voyez. Donc les deux maisons, hein, le silence du père et la parole du fils. Donc ce film est basé sur des opposés qui se complètent. Et ça, en alchimie, c'est la conjonction des opposés. Donc le sens du film, c'est l'offrande. C'est-à-dire, en fait, pour se ressourcer, on fait une offrande de soi-même pour d'autres. Hein. C'est-à-dire que Tarkovsky, il va s'effacer, et comme Alexandre, parce qu'il s'efface vraiment, Tarkovsky, il meurt, et il dédicace ce film à son fils. Vous voyez, il renonce à son ego, à sa maison, à sa possession. Il y a une purification par l'eau et par le feu, parce que la maison, elle commence par prendre l'eau. Dans tous les films avant, les maisons, elles prenaient l'eau chez Tarkovsky. Et bien là, elle prend feu, carrément. Donc il va au bout. Il y a deux purifications en alchimie, la purification par l'eau et par le feu. Donc là, il y a vraiment des références à l'alchimie concrète. Alexandre, il redevient enfant, qui brûle son jouet, donc le jouet que le jouet de la maison, le jouet du pouvoir de la femme qui voulait avoir un mari très riche avec une belle maison pour faire des beaux buffets, d'accord? Ça, il le brûle, ça, c'est pas important. Il rentre dans ce qu'on appelle le silence, puisque c'est dans le silence, là je vais bientôt me taire, parce qu'on a beaucoup parlé pendant une heure, hein, je vais vous laisser avec ça, et finalement, l'idée de Tarkovsky, c'est de consoler, et Tarkovsky, il est du côté des faibles, il est du côté des fous, forcément, à un moment donné. Et donc, on peut dire que c'est un film satori. Le satori, c'est quelque chose qui provoque l'éveil à travers le paradoxe. Hein. C'est-à-dire que c'est un film qui évoque l'irrévocable. L'Apocalypse a eu lieu et n'a pas eu lieu en même temps. C'est les deux. Hein. Alexandre est à la fois fou et sage, et on voit bien sur sa robe de chambre le yin et le yang. Hein. Donc on est dans la pensée orientale. Donc il redevient une forme d'enfant à travers son fils, à travers l'arbre, et il ne fait qu'un avec son fils à la fin. Et ce fils, du coup, retrouve la parole. Et il l'interpelle. Vous voyez, d'une espèce de communion. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il disparaît, la force de son âme est donnée à sa descendance. Ça, c'est des croyances qu'on a et qui sont très très vraies. Je pense que vous l'expérimenterez un jour peut-être. Voilà. Donc là, pour terminer sur l'Apocalypse, c'est ma bonne nouvelle. L'Apocalypse, c'est quoi? C'est la révélation que dans le monde, il y a deux natures. Hein, c'est le yin et le yang, on l'avait chez les Cathares. Et qu'il est important que nous-mêmes, comme dans l'Apocalypse Nord, on n'alimente plus le cycle de la violence et du matérialisme. Donc c'est-à-dire que l'être humain, dans sa vie de tous les jours, il peut choisir l'amour inconditionnel. Mais souvent, on sacrifie notre ego, notre soif de pouvoir, de reconnaissance, de domination, patin tout fin. Et donc, dans la symbolique alchimique, c'est qu'Alexandre, c'est presque un avatar de Jésus, c'est-à-dire un homme qui a une âme, qui se sacrifie pour devenir un Christ. Un Christ, c'est quelque chose d'immatériel, de quelque chose qui va donner un message qui perdure. C'est pour ça qu'on parle toujours du christianisme et du bouddhisme. On s'en fout qu'ils aient existé ou pas, Jésus et Bouddha. Le message est toujours là. Voyez, et donc ce message, c'est une force qui régénère le monde. Et le message du bouddhisme et du christianisme Orient-Occident, c'est la question de l'amour inconditionnel. Et Tarkovsky, à travers ce film, il y tend. Voilà. Et Tarkovsky, il nous dit à un moment donné dans son livre, on peut sortir du temps linéaire. Et une des très belles phrases, on va finir sur deux phrases de Tarkovsky. Une phrase dans le documentaire de Marker, où il dit « La mort n'existe pas », il le dit au bord d'une rivière. Revoyez le film de Marker, c'est magnifique. Et enfin, dans un entretien en positif 303, pour ça que je tiens à sourcer, pour vous montrer que, voilà. La question que je pose dans ce film est celle de notre culture, dans notre culture, d'un espace réservé à la vie spirituelle. Voilà donc un homme qui se sacrifie pour quelqu'un, qui comprend que pour se sauver, il doit s'oublier lui-même, trouver un espace pour sa vie spirituelle, accéder à un autre règne. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, de sortir de la peur de l'Apocalypse et de rentrer dans quelque chose d'autre. Voilà, bonne continuation de ce monde de Calédonie. Et donc, je laisse une partie arriver ici au club pendant un petit temps, et ça reprendra au mois d'octobre prochain. Donc, si vous voulez voir d'autres films, donc la chaîne YouTube Libermundi, c'est le livre monde en latin. Et je reviendrai avec un bouquin qui sortira à la rentrée. Voilà. Merci d'être venu et d'être resté. Et très bonne fin de soirée.